Très bien. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Sur la question juridique, et le film sur la Corse le montre très bien, Air France est dans une logique de passer en force. Elle est passée en force en ne respectant pas les décisions juridiques qui avaient été rendues en Corse, mais elle passe également en force sur les décisions juridiques qui sont rendues contre Air France actuellement. Aussi bien au niveau du comité de groupe européen, qui n'a jamais été consulté, alors que c'est une obligation, et ce sont des règles qu'elle a elle-même écrites et qui découlent de la directive relative au comité de groupe européen, elle ne respecte pas ça. Des expertises ont été votées dans les différents CHSCT de l'entreprise qui imposent une expertise à Air France sur le plan transforme. Eh bien, Air France passe en force. Elle s'assoit sur les expertises. Ce qui lui a valu, il y a quelques jours, une mise en demeure pour délit d'entrave de la part de l'inspection du travail. L'inspection du travail attaque Air France aujourd'hui pour délit d'entrave, car elle veut passer en force. Il n'est pas possible de continuer comme ça. C'est un manque de respect aussi bien vis-à-vis des représentants du personnel que des salariés eux-mêmes. Sur la question qui a été soulevée tout à l'heure sur les propositions, nous avons fait un certain nombre de propositions. Nous avons même fait des propositions au niveau du personnel navigant. En se basant sur quoi? En se basant sur un rapport médical qui prenait un certain nombre de règles d'utilisation du personnel navigant. Et puis Air France n'est pas intéressée. Pourquoi? Parce que ça améliorait les conditions de travail des PNC. Oui, effectivement, ça générait des repos supplémentaires, ça générait une meilleure utilisation, mais on est aussi, et il faut le dire, un certain nombre d'organisations syndicales aujourd'hui sont sur des dogmes. La CGT Air France n'est pas sur des dogmes. La CGT Air France est sur un projet pérenne. Et actuellement, ce n'est pas possible, il n'y a rien de pérenne dans ce projet. On peut dire ce qu'on veut, c'est la réalité des choses. C'est pour ça que cette proposition d'assises sur le transport aérien englobe également la question de la professionnalisation des métiers de l'aérien, des métiers de l'avenir de l'aérien. Ce n'est pas seulement une question de parler du transport aérien, c'est savoir vers quel avenir on va. Est-ce qu'il faut être low cost pour être subventionné? C'est ça l'avenir du transport aérien? Ou voulons-nous réellement des entreprises du transport aérien qui fonctionnent avec des vraies règles d'utilisation, des respects des salariés, une professionnalisation des métiers à haute valeur ajoutée? Là est toute la question. Et j'entends souvent de la part de vos confrères que Air France, nous sommes des privilégiés. Mais Air France, le salaire d'embauche, c'est le SMIC. Donc si Air France, on est des privilégiés, la norme, c'est la précarité. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les chiffres qui nous ont été donnés, puisqu'avant même la fin du CCE, on voyait notre PDG qui arrivait en disant « Bon voilà, nous avons développé les items du plan qui montrent un sureffectif de 5122 ». On est précis là, c'est quelque chose de très pointu là, 5122. Hein. On n'est pas sur de l'estimation, on n'est pas en train de vous peser le paquet, c'est très précis. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Les départs naturels estimés sont chiffrés à 1712, estimés. Vous savez qu'aujourd'hui, un salarié qui arrive, même en âge de partir à la retraite avec toutes ses annuités, peut faire le choix de continuer son activité professionnelle. On sait tous que les modes de vie ont bien changé, que sans avoir des tanguis à la maison, on a quand même des enfants qui étudient de plus en plus longtemps. Donc il y a des gens qui ne sont pas intéressés pour partir alors qu'ils pourraient le faire. Mais Air France a chiffré tout ça précisément en disant il y en a 1712 qui vont partir. Il faut être un minimum sérieux. On voudrait aussi rappeler une exigence forte de justice sociale. À Air France, malheureusement, on ne l'a pas toujours connue, cette justice sociale. Si certains sont quasi sûrs de se voir proposer un PDV, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a toujours pas de réponse quant au personnel navigant, commerciaux ou techniques. Vont-ils être concernés par un plan de départ volontaire? Sinon, pourquoi? Qu'on nous l'explique. On veut des explications claires.
quelque chose qui va peut-être pas vous surprendre aussi de la part de la CGT, puisqu'on en est à parler davantage, et puisque le cadre conventionnel des salariés pose un réel problème à l'employeur. Nous, ce qu'on veut mettre aussi en débat, ce sont ses propres avantages à cette direction, qui a l'air très très forte pour pointer du doigt ce qu'elle considère comme être des privilèges inacceptables. L'entreprise, je pense que vous avez été nombreux à le relayer il y a quelques mois, fait partir ses dirigeants au soleil, en business, à 25 €. Même Ryanair ne sait pas le faire. Il faut peut-être que ça s'arrête. Les retraites complémentaires, alors que tous les salariés ont été fermement invités à travailler 2 ans de plus lors de la récente réforme des retraites. Qu'est-ce qui se passe à Air France? Une poignée de salariés font prélever sur les comptes de l'entreprise des sommes d'argent pour s'assurer une retraite complémentaire jusqu'à la fin de leur jour. Et nous, on est des nantis. Et nous, on est des privilégiés. Il faut être sérieux. Nous avons eu une note de service qui a tenté d'étouffer le problème en disant « Nous mettons en place une commission, ne vous inquiétez pas, il y aura de la justice sociale, on va vous faire des propositions. » Merci bien, les propositions pour nos emplois, on les a bien reçues. Par contre, on n'a toujours pas eu de réponse à ces questions qu'on a posées. Il y a certainement aussi des avantages qu'on n'a pas réussi à lister aujourd'hui. Donc si on est dans le cadre de la transparence, comme l'a évoqué Alexandre de Juniac, la transparence, c'est de mettre toutes ces cartes sur la table. Et ça sera une exigence forte de la CGT Air France, mais au-delà des salariés. Comment peut-on expliquer qu'une entreprise qui est présentée comme étant moribonde et au bord du gouffre puisse se permettre ce genre de privilèges pour quelques personnes? On va même jusqu'à débarquer des passagers payants aujourd'hui pour faire embarquer des cadres dirigeants d'Air France à des tarifs, encore une fois, je ne vais même pas dire ultra concurrentiels, ce sont des tarifs qui nous viennent peut-être d'une autre planète, on ne sait pas. Mais ça, il va falloir aussi, et on va être très clair là-dessus, on a bien compris que c'était plus la fête à Air France, mais il va peut-être falloir que certains le comprennent aussi. Et sur l'équipe dirigeante, on veut aussi en dire 2 mots. Pourquoi nous, on serait toujours jugés? Pourquoi on n'aurait pas le droit de poser un avis aussi sur ce qui se passe à Air France? À part Alexandre de Juniac, qui vient d'arriver avec un nouveau DRH, Xavier Brosetta, nous avons les mêmes. Nous avons la même équipe dirigeante depuis 15 ans. Ils ont été mis en échec sur la stratégie ces 15 dernières années. On parlait de propositions tout à l'heure. Lorsqu'Air France a lancé son hub en 1997, la CGT, à l'époque, a été la seule à dire attention avec la stratégie du tout hub, attention, comme disait Mémé, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. On l'a dit, on n'a pas été écouté pendant des années jusqu'à la mise en place des bases provinces. Alors socialement, on a quelques soucis avec la mise en place de ces bases, mais stratégiquement, c'est une décision qui aurait dû être prise depuis longtemps. On nous dit aujourd'hui, le moyen courrier, il est lourdement déficitaire, parce que les salariés sont payés 32% plus cher que les autres boîtes. On va arrêter avec ces comparaisons, on l'a dit tout à l'heure, on pourra y revenir sur les chiffres d'AT-Kearney qui ont servi de base à l'analyse d'Air France. Mais le moyen courrier, pourquoi est-il structurellement déficitaire à Air France? Depuis 15 ans et la mise en place du hub, le moyen courrier n'a eu d'autre ambition que d'aller gaver les vols long courriers qui, eux, tiraient la recette vers le haut. Donc on acceptait pendant des années que le moyen courrier perde de l'argent, voire beaucoup d'argent, puisqu'on en gagnait plus sur le long courrier. Mais la crise de septembre 2008, elle est venue percuter cette stratégie. Quelle a été la réponse d'Air France entre 2008 et aujourd'hui? Quelle a été la réponse stratégique d'Air France? Aucune. Aucune. Charlie? Des plans d'économie. Oui, plan d'économie, plan de rigueur, 20%, des salariés en trop. Sur le mécanisme, on vous l'a dit, il n'y a pas de sureffectif. C'est eux qui sont en train de le créer. Vous faites travailler des gens plus longtemps. En moyenne, 12 jours de plus par an.
vous passez des activités à la sous-traitance. Mécaniquement, vous le créez, ce sureffectif. Vous le créez. Voilà pour nous la grosse arnaque de ce plan. On nous annonce des arbitrages très précis, je vous en ai dit quelques mots. Sur le PDV, qui est aujourd'hui présenté comme quelque chose de miraculeux, plan de départ volontaire. D'ailleurs, il y a une très belle analyse juridique sur les plans de départ volontaires qui évite aux entreprises de lancer des plans sociaux avec toutes les contraintes qui vont autour. Le plan de départ volontaire, c'est pas anodin. Tout le monde a l'air de croire que c'est la fête. Les gens qui veulent partir, ils partent avec de l'argent, tout le monde est content. C'est pas comme ça que ça se traduit. On ne peut être qu'heureux pour les gens qui vont partir avec un chèque parce qu'ils sont au bout du rouleau à 57, 58 ans. Mais ceux qui restent, il se passe quoi pour eux? Ils doivent assumer la même charge de travail en étant toujours moins nombreux, avec un management de plus en plus agressif. On ne parle pas des managers, de l'encadrement de proximité, qu'on soit bien d'accord, on ne cherche pas à mettre les populations en opposition, mais une stratégie de management. Vous augmentez les risques psychosociaux. Aujourd'hui, il y a de vraies inquiétudes dans l'entreprise sur les risques psychosociaux, et on ne voudrait pas avoir alerté en vain et se retrouver confronté à des situations qu'on a bien connues chez France Télécom notamment, où il y a une réelle souffrance des salariés au travail, où il y a un réel mal-être des salariés au travail. Alors ça, c'est peut-être pas quantifiable dans un bilan financier, mais ça pèse lourd au bout du compte. C'est pas parce que vous faites partir 5000 salariés, que vous avez lâché du lest pour que la montgolfière monte plus haut, que vous avez réglé tous les problèmes. Ça, c'est l'analyse qu'on en tire. Même si ça, c'est pas quantifiable, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Un personnel qui n'est plus motivé, qui est en souffrance, qui vient à reculons, qu'est-ce qu'il produit comme richesse? Voilà. Encore une fois, on en revient toujours au même. Quel transport aérien voulons-nous pour demain? Et au-delà, c'est un problème sociétal, on en est bien conscient. On fait partie d'un tout. Mais tant qu'on n'a pas réglé ces questions-là, on va continuer. Le PDV, on en a déjà connu un, fin 2009, qui n'a même pas encore donné toute sa mesure sur les comptes d'Air France. Il n'a même pas donné sa pleine mesure qu'on est déjà en train d'en faire un autre, qui lui produira des effets, 100% de ses effets, fin 2016, 2 ans après la fin du plein transform. Le PDV n'est pas une solution miraculeuse pour réduire l'emploi dans une entreprise. Air France a dit qu'elle était au bord du gouffre en termes d'endettement, mais un plan de départ volontaire, ça coûte. Le dernier, qui a fait partir 1800 équivalents temps plein, c'était de l'ordre de 250 à 300 millions d'euros. 250 millions d'euros. Aujourd'hui, on veut en faire partir quasiment 2 fois plus. Avec quel argent? Là aussi, la question est posée, on n'a pas de réponse. On nous a dit, vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Hop, c'est bon. Vas-y, dis. Sur la dette, par rapport à quelle dette? Tu vas? Sur l'endettement qui est au cœur de toutes les préoccupations aujourd'hui. Mehdi va développer. Je vais développer rapidement, mais la dette actuellement est tout de même due en partie, de façon quand même assez importante, à la fusion Air France-KLM. On a récupéré la dette de KLM. Après, on peut nous accuser d'avoir généré de la dette, mais avant tout, elle est liée à cette fusion. Donc, c'est bien encore une erreur stratégique. Soit, oui. On parle de dette, on parle de fusion. On n'a peut-être pas de chiffres, c'est un peu vague. Est-ce que vous avez des chiffres, des nombres? Quelle est la dette d'Air France? Cette fusion, combien ça a coûté? Ça revient à quoi dans l'endettement? La dette globale du groupe Air France KLM, c'est 6,5 milliards. Et sur Air France, c'est 3,5 milliards. D'accord? Mais en fait, si vous voulez, la dette elle-même, enfin une entreprise endettée, parce qu'on n'est pas dans des niveaux non plus, enfin il faut ramener au niveau du chiffre d'affaires. C'est quoi le chiffre d'affaires? Voilà, on doit être à 22 milliards sur Air France KLM, quelque chose comme ça, 24, voilà. 24 milliards. Si le groupe... Et ça c'est Air France KLM? Oui. Et Air France, c'est combien de milliards?
C'est 2 tiers, 10, Ouais, à peu près 2 tiers. Ouais, c'est 2 tiers à peu près. Ce qui se passe, c'est quand vous avez des entreprises qui... Excusez-moi. Oui. J'ai une question. Et quand vous dites cette dette provient de la fusion Air France-KLM, à quelle hauteur vous avez des données? D'où vient cette dette? Non, en fait, la dette, si vous voulez, le problème, c'est que quand Air France s'est rapproché de KLM, on ne sait pas trop comment dire, parce que ça peut être un rachat, ça peut être une fusion, bon, bref. Quand ils s'en sont rapprochés, c'est vrai que KLM était proportionnellement beaucoup plus endetté qu'Air France. Donc du coup, au sein de l'ensemble Air France-KLM, le gros de la dette provenait de KLM. Voilà. Et globalement, c'est vrai que... Alors maintenant, c'est un petit peu gênant parce que Air France ne communique, vous devez le savoir en tant que journaliste, si vous vous intéressez un peu au secteur, ne communique publiquement que sur les comptes d'Air France-KLM, d'accord, et notamment sur ses aspects bilanciels et financiers. Hein. Donc après, comme il y a beaucoup de choses au niveau financier, et c'est logique, hein, ça, qui sont gérées globalement au niveau du groupe, notamment la trésorerie, notamment effectivement tout ce qui est gestion de dette et tout ça, c'est dur de faire le partage entre ce qui a trait à Air France, ce qui a trait à KLM. Ce qu'il y a, c'est que vous avez un groupe, j'allais dire un secteur, c'est pareil, qui fait très peu de résultats, et qui a par contre des besoins en investissement intenses, parce que c'est ça le transport aérien, c'est une activité de service, mais qui est très intense capitalistiquement, hein, qui a besoin de beaucoup d'avions, beaucoup d'investissements. Donc du coup, vous dégagez pas beaucoup de capacité d'autofinancement, et donc vous vous endettez pour investir. Enfin, globalement, quand même, si vous voulez, c'est ça l'équation principale du groupe, c'est ça. Est-ce que ce que vous êtes en train d'expliquer a une relation avec ce qui était mis en avant tout à l'heure, la sous-capitalisation d'Air France, qui ne correspond qu'à la valeur de 3 avions, c'est ça? Vous êtes en train de dire que la compagnie est sous-capitalisée? Non, la compagnie est sous-évaluée en bourse, sous-valorisée, ça c'est sûr. Si effectivement vous trouvez un banquier qui vous prête 900 millions d'euros, vous pouvez vous acheter Air France KLM. C'est quand même quelque chose d'un peu... Alors bon, en vrai vous ne pouvez pas parce que l'État est actionnaire et puis les salariés, etc. Mais voilà, enfin, si vous voulez, tout ça, ça illustre le fait que libéraliser un secteur comme ça, enfin, on ne voit pas trop l'intérêt. Et surtout, moi, ce que j'ai jamais compris, c'est l'intérêt d'un actionnaire d'acheter des actions d'une compagnie aérienne. Hein. Ce qui prouve qu'il y a toujours un côté un peu passionnel dans ce secteur où tout ne s'explique pas toujours rationnellement. Hein. Donc, voilà, mais pour en revenir aux fondamentaux, si Air France KLM ne dégageait, on va dire que même 2-3% de marge nette, ce qui est ridicule hein, par rapport à d'autres secteurs industriels, avoir 3 milliards de dettes, enfin pour Air France ou 6 milliards et quelques pour le groupe Air France KLM, ça poserait pas de problème en soi. Si vous voulez, une entreprise qui se développe et qui est bien gérée, le fait qu'elle est... Enfin, à la limite, personne ne lui demande de se désendetter, puisqu'elle elle se désendette pour se réendetter, pour financer sa croissance. Ça, vous devez connaître ça en tant que journaliste. Oui, on connaît, mais comme ce sont toujours des sommes astronomiques, à moins d'être astronome, on a du mal à comprendre. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut avoir des ordres de grandeur en tête, parce que si vous voulez, c'est vrai que si on regarde, nous, notre budget du ménage, parce que moi, ce qui m'atterre toujours, c'est qu'on compare effectivement le fonctionnement, par exemple, du groupe Air France KLM avec un ménage. Mais non, moi, j'ai pas 25 milliards de revenus dans l'année. Donc, voilà, sinon, le fait d'avoir 6 milliards de dettes, je ferais avec. Hein. On investit, on achète des avions pour créer de la valeur. Voilà. Le problème, c'est qu'on ne crée pas de valeur parce que concurrence, parce que prix du pétrole, etc. Alors le fait après que les salariés d'Air France aient 12 jours de majoration hiver dans leur congé ou 6 jours, bon ben voilà quoi. Il y a
Ça pèse, si vous voulez, ça pèse peu. Le problème, enfin, ce qui a été dit tout à l'heure, vous prenez le précédent plan de départ volontaire, 1800 départs, ce qui n'est pas négligeable quand même. L'augmentation du prix du pétrole sur la même période a complètement gommé l'effet, si vous voulez, sur les coûts unitaires, l'effet qu'a eu le départ des salariés. Alors, il y a tout un tas de journaux financiers, économiques qui disent que les semaines précédentes, qui ont dit le modèle économique d'Air France est obsolète, il faut changer de modèle économique. Vous comprenez ça, ce langage-là? Il faut peut-être leur poser la question à eux. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par modèle économique, ça doit être sûrement modèle social, c'est ça? Je ne sais pas, parce que les arguments justement se promènent entre un côté un peu affectif sur une compagnie nantie, etc. On sent une espèce de jalousie nationale d'un personnel nanti, donc ça se mélange. Il y a un peu de démagogie dans tout ça, c'est pour ça que je vous pose la question. Moi j'ai des idées qui sont personnelles, mais je ne voudrais pas, je me trompe peut-être. Je pense que justement le lien entre ce modèle économique qui ne va pas et pour faire rentrer le 39 dans la chaussure de 37, il faudrait que ça doit être transforme. Et là, en vous écoutant, je me dis, ah ben, le transforme, c'est le plan 20%. Il faut réduire 20% tout. Le nombre de personnes, le nombre de trucs. C'est à peu près le plan des 20%. On s'était fait la remarque un soir. Y compris le 20% aussi pour le PDG, mais lui en plus, hein, depuis qu'il est arrivé au niveau de sa rémunération. On ne s'est pas posé la question de sa rémunération à lui au sein d'Air France. On avait quand même un directeur général, M. Gourjon, qui a l'air aujourd'hui d'essuyer pas mal de critiques sur sa gestion. Fondée ou pas, après c'est une autre question, mais qui avait une vraie expérience du transport aérien. Nous avons Alexandre de Juniac qui arrive, qui n'est pas issu du transport aérien, il a travaillé chez Thales, qui est un des nombreux sous-traitants du secteur, mais son salaire est celui, en tout cas, d'un dirigeant qui aurait eu effectivement beaucoup d'ancienneté dans le domaine, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, quant au modèle social ou économique, parce que les deux se rejoignent en fait, hein, quand on parle de modèle économique pour Air France, on dévie très très vite vers le modèle social. Et ça, c'est pas de notre faute. C'est toutes les analyses qui sont faites aujourd'hui quand on parle du modèle d'Air France, on glisse invariablement vers le modèle social. Peut-être qu'il y a, comme le disait Mehdi tout à l'heure, peut-être que la norme doit devenir la précarité, parce que c'est de ça dont il s'agit. Au niveau du monde, au niveau du transport aérien, il n'y a jamais eu autant d'argent qu'en 2012. Mais c'est bien la question de la répartition des richesses qui est posée. Et on a bien compris à travers ce genre de commentaires que vous venez de relayer, que pour eux, en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour de mieux partager les richesses, bien au contraire. La norme est censée devenir certainement le low cost aussi social. Alors, il y a une autre forme d'esprit, si je peux me permettre, qui dit, parce que quand les économistes parlent de modèle économique, il y a une idée qui est juste derrière, c'est le réalisme économique. Alors le réalisme économique veut que on diminue de 20% les coûts, quelle que soit la façon. Est-ce que ce réalisme économique-là est viable? Est-ce que si on réduit de 20% les coûts tous azimuts, en gardant, j'ai cru comprendre, le même périmètre, c'est-à-dire la même activité, est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que les avions continuent à voler? Mais c'est pas le même périmètre, puisqu'il y a des avions qui vont disparaître de la flotte. On est d'accord. Déjà, là où on nous annonce une garantie du périmètre, il y a déjà un mensonge. Oui, je vous dis, une partie de la maintenance part à l'étranger. Économique, c'est-à-dire qu'il y aura le même nombre d'avions, le même nombre de destinations. Mais il y a déjà plus le même nombre d'avions. On en perd 34. Le groupe Air France perd 30. Qui vont renaître dans une compagnie régionalisée. Chez Transavia, la filiale loisirs, locaux loisirs, entre les deux. Mais si on reste dans j'oserais dire l'imaginaire des économistes, est-ce que, en gardant ce périmètre, en faisant toutes ces péripéties sociales de 20% partout, est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. On l'a vu, c'est comme si je vous dis dans votre journal, c'est tout le monde
tout le monde va faire 20% d'efforts sur son salaire. Mais c'est vachement disparate, suivant les salaires, déjà. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Appliquer ce dogme du 20% partout, c'est un non-sens. Quand on veut faire vraiment des économies, pourquoi? Parce que déjà, il faut regarder entité par entité, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il y a sûrement des choses à changer en France. On n'est pas en train de vous dire aujourd'hui, touchez à rien, on vivait dans un monde merveilleux et l'entreprise, si on la laissait faire, allait avaler toute la concurrence et finir première à la fin de l'année. C'est pas ça. On dit simplement, si on veut éviter le dogme, c'est justement de dire de tout en haut, c'est 20% partout. Non, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. On regarde tous les postes de dépenses, on regarde tous les secteurs et on met ça en cohérence. Il y a peut-être des secteurs qui marchaient très bien. Je pense à l'industriel quand je dis ça. L'industriel fait partie intégrante de l'entreprise et comme il sépare un petit peu les comptes pour nous les présenter, on se rend compte que l'industriel était, même pas trop l'expression, mais rentable. Mais ça suffit pas. Puisque chacun doit faire des efforts, on a aussi appliqué ces efforts à l'industriel, ce qui va se traduire par de l'externalisation de charges Air France, par un sureffectif de 350 mécaniciens avions. 350. Vous vous rendez compte, Air France est un transporteur aérien qui ne veut plus faire de maintenance d'avions. On en est là aujourd'hui. Et vous, Madame Marcal, qu'en pensez-vous de ce... Enfin, je pense que derrière la notion de périmètre industriel maintenu, je ne pense pas trop m'avancer en disant que la direction d'Air France mettait en balance l'abandon du court et moyen courrier. Hein, donc c'est vrai que là, on a effectivement une baisse du nombre d'avions, on a de la sous-traitance, non seulement à la DGI, mais aussi beaucoup en escale. Hein. Mais dans leur tête, c'est ça. Alors, après, bon, là, on saute effectivement dans l'inconnu, hein, puisqu'Air France ne serait plus une compagnie régulière généraliste, mais se concentrerait sur le long courrier, trouverait, alors je ne sais pas du tout, je sais pas du tout si cette option a été creusée ou si c'était un effet d'annonce, mais je pense que c'est ça qu'ils ont, je pense que c'est ça qu'ils ont en tête. Après, si vous voulez, est-ce que c'est faisable ou pas faisable? Ce qu'il faut voir, c'est que, bon, on l'a dit tout à l'heure, on a un secteur aérien qui a une structure de coûts très contrainte, et par l'importance des coûts avions, des redevances aéroportuaires, etc. Maintenant, contrainte aussi notamment par le prix du pétrole, hein, qui est très important, même si là, il baisse un peu, on sait que de toute façon, à moyen terme, il va être sur des niveaux très élevés. Donc effectivement, on a 80% des coûts pilotables d'une compagnie aérienne, c'est des frais de personnel. Et comment le secteur, depuis des années, résout cette contradiction? C'est à la fois en accélérant l'introduction de nouvelles technologies. Vous voyez, vous avez dû prendre l'avion une fois dans votre vie, c'est les bornes libre-service dans les aéroports, c'est bientôt les dépose bagages automatiques, c'est bientôt les, comment ça s'appelle, le self-boarding, hein, donc la première personne humaine que vous allez voir bientôt dans un aéroport, ça sera l'hôtesse ou le steward à l'entrée de l'avion. Et ce qu'il faut voir aussi, donc il y a une sorte de fantasme, hein, de l'aéroport sans personnel, mais qui est tenace effectivement dans le secteur. Après, ce qu'il faut voir, c'est que les low cost qui fonctionnent comme ça déjà effectivement, même sur le territoire français, ils n'ont personne au sol en propre. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en cas d'incident, les clients de ces compagnies low cost s'adressent à qui? Aux gens qui sont dans les aéroports, la plupart du temps aux gens d'Air France. Donc quand ils seront plus là, eux non plus, qu'est-ce qui va se passer? Moi là, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que une activité ne peut pas fonctionner uniquement avec des opérateurs qui sont sur des niches, comme le sont les low cost. Ça ne tient que si à côté, vous avez des opérateurs généralistes qui tiennent un peu partout tous les cordons de la chaîne de transport. Mais si tout le monde va dans ce modèle de low-costisation, est-ce que ça tient ou pas? Moi j'ai de forts doutes, mais
Je peux pas, j'ai pas non plus de boule de cristal. En tout cas, c'est ce qui nous pend au nez. Donc il y a les nouvelles technologies d'un côté, et il y a l'externalisation effectivement auprès d'entreprises de sous-traitance. Et là, si vous voulez, c'est vrai que vous pouvez le tourner comme vous voulez. La sous-traitance, notamment en escale, c'est une sous-traitance, c'est une externalisation de la précarité. Et pourquoi? C'est pas parce que les gens sont ceci, cela. C'est parce que le transport aérien, encore une fois, on sait tous que c'est une activité saisonnière, mais c'est aussi une activité qui souffre, enfin, qui a d'importantes variations d'activité à la semaine, au mois et à la journée. Les avions partent tous à la même heure quelque part et reviennent tous à la même heure. Donc Air France, qui jusqu'à présent offre, en tout cas jusqu'à présent, des contrats à durée indéterminée pour une partie de son personnel, avec une durée légale du travail qui est effectivement de 35 heures, alors on peut appeler ça des nantis, ça c'est une autre question. Eh bien c'est vrai que son personnel, par rapport à une entreprise de sous-traitance, qui elle va offrir des temps partiels, alors 3 heures le matin, 3 heures le soir, dans des conditions de rémunération et d'emploi effectivement complètement différentes. Donc si c'est ça, faire preuve effectivement de réalisme économique, oui c'est vrai, mais c'est justement pour ça que ça pose un problème général effectivement de l'évolution du modèle économique et social de tout ce secteur-là. Est-ce que je peux poser une question? Concrètement, qu'est-ce que la CGT va faire à partir de demain? Bon, donc vous refusez de donner votre avis, vous donnez un avis négatif. Qu'est-ce que vous faites après? Qu'est-ce qu'on fait après? On l'attendait un petit peu. On est déjà en train, on est déjà dans l'après. Parce qu'en interne, ça fait déjà quelques jours qu'on sait qu'on ne va pas le signer ce plan. Donc là, à l'heure où on se parle, vous avez des heures d'information syndicales qui sont organisées dans tous les secteurs de l'entreprise pour aller exposer déjà les annonces de l'entreprise, notre analyse de la situation, et ensuite les salariés vont se faire une opinion et ce sont eux qui vont décider. À quel moment? À quel moment? On peut imaginer que la consultation sera finie la première semaine de juillet. D'autant plus que... Est-ce que vous envisagez des mouvements sociaux? Comme je vous l'ai dit, le droit de grève, il n'appartient pas ni à la CGT, ni aux autres organisations syndicales, puisque c'est de ça dont on parle. Le droit de grève, il appartient aux salariés, individuellement. Si une majorité de salariés veut s'engager dans un conflit social, ce sera effectivement une autre page qui va s'écrire. Mais aujourd'hui, c'est prématuré de pouvoir affirmer, ou alors quitte à se faire plaisir. Mais on n'est pas là pour se faire plaisir. Savez-vous si certains syndicats sont prêts à signer le plan de transport en dehors de la CGT qui, on sait, ne le fera pas? C'est assez peu lisible en ce moment. On comprend bien que c'est un plan d'une ampleur inégalée qui a bouleversé toute l'entreprise, qui, j'aurais tendance à dire, a déboussolé l'ensemble de l'entreprise, y compris tout le corps social, les partenaires sociaux, pour être clair. Aujourd'hui, on n'a pas d'assurance. Comme on l'a dit, il n'y a que l'UNSA qui a répondu à notre invitation pour travailler en commun contre ce plan. Donc on peut considérer que les autres ne sont pas déjà aussi opposés que nous, mais là, clairement, il faudrait leur poser la question à eux. Il y a eu un comité d'établissement au niveau des opérations aériennes ce matin. L'ensemble des organisations syndicales ont refusé, ont voté contre les accords proposés par la direction. Ont refusé de voter contre? Non, ont refusé ou ont voté contre, ont refusé de voter ou ont voté contre. Donc ça peut être un début de réponse, mais ce n'est pas à nous de se prononcer pour les autres organisations syndicales. Charlie? Oui. Quand on nous demande ce qu'on va faire après, le après, dans cette question, il y a déjà ce qu'on a fait avant. Ce n'est pas par plaisir qu'on vous a projeté le film de ce qui s'est passé sur les escales corses. Le plan de transforme s'est mis en place bien avant qu'il soit présenté.
Alors moi non plus, je ne suis pas astronome. C'est vrai qu'après, à un moment donné, on s'y perd. Mais la particularité de ce qui s'est passé en Corse peut nous permettre aussi de mieux comprendre. Pour assurer son activité en Corse, étant bien entendu qu'on assiste également des vols d'autres compagnies, Air France a 450 salariés. David a dit tout à l'heure, on a déjà fait partie d'un plan de 20% d'économie. Et il y a eu en Corse 22 agents, il y en avait d'autres qui avaient postulé, hein, qui sont partis en plan de départ volontaire. On voit bien que ça n'a pas suffi et qu'après ce plan d'économie de 20%, la direction n'a pas eu d'autre recours que de supprimer, de licencier 45 salariés. À côté de ces 45 salariés, pour faire passer l'activité au plus fort de l'activité en été, il y en a 49 autres. Donc, à l'été 2012, on travaille sur l'escale corse avec 94 salariés en moins. Et manifestement, on n'a pas à se poser la question de savoir si ça va marcher ou comment on va faire. Ça ne marche pas. Et pour qu'à un moment donné, le trafic puisse s'effectuer normalement sur l'escale corse, qu'a fait Air France? C'est débarrasser d'une partie de son activité Air Corsica, les ATR, a demandé à Britair et à Régional de ne plus programmer de vols sur les escales de Bastia et d'Ajaccio à la saison été 2012. Alors, il faut voir aussi que ça a un impact négatif, très négatif sur la saison touristique en Corse. Quand vous commencez à supprimer le Bastia et Ajaccio-Strasbourg, le Bastia et Ajaccio-Lille, le Nantes, le Toulouse, le Clermont, donc il y a un passage en force à tous les niveaux. Alors il faut bien voir aussi que nous sommes dans une desserte, là c'est peut-être la petite bulle qui reste, on parle toujours de service public, on ne peut pas faire autrement en Corse que de faire appel au service public, malgré ce que pouvait en dire Sarkozy. En tout état de cause, c'est un secteur qui est subventionné. La France va percevoir là maintenant pendant les 3 ans à venir 41 millions d'euros en début de chaque année pour desservir la Corse. La question fondamentale qu'on va se poser aussi et qui va être posée de manière très forte par l'Assemblée de Corse, c'est on ne peut pas quand même venir par rapport au compte que vous nous proposez, que vous nous montrez, vous donnez 41 millions et accepter que vous puissiez licencier comme ça, sans aucune vergogne, 45 jeunes. Je ne sais pas si ça a été dit avec toute la vigueur qu'il fallait le dire, mais le jugement de la Cour d'appel de Bastia, il est sans équivoque. Hein. Le juge précise que la relation contractuelle est requalifiée en relation contractuelle à durée déterminée depuis le début du contrat des salariés. Donc il y a des jeunes qui étaient CDI depuis 2005. Vous voyez un peu la précarité dans laquelle ils ont été de 2005 à 2011. Constate que la relation contractuelle a été rompue le 30 octobre. Air France a réussi le tour de force de mettre un terme à un contrat CDD à des gens qui étaient CDI. Donc c'est possible, tout le monde. C'est un licenciement. Le juge constate et dit que cette rupture s'analyse à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. C'est ça le plan de transforme. Une fois que les 20% n'auront pas donné ce qu'il faudra donner, on va passer à des licenciements. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils agissent, c'est comme ça qu'ils parlent. Attendez, on va voir. On ne sait pas ce que ce sera en 2014. Sauf qu'on le sait déjà. Il n'y a aucune raison qu'ils aient agi comme ça en Corse et qu'ils ne fassent pas la même chose sur les escales de Strasbourg, Nantes, ailleurs, et y compris le hub, à moins que la politique du tout hub. Mais à partir du moment où il n'y aura plus personne pour l'alimenter, peut-être que le hub va crever aussi. J'en sais rien. Stéphane, tu peux venir aussi? Je voudrais vous présenter à ton arrivée quelqu'un qui s'appelle Stéphane Sévenant, qui est délégué CGT à CityJet. Et c'est important pour nous de vous le présenter parce que CityJet est une filiale à 100% d'Air France. CityJet a été récemment condamné, tout comme Air France en tant que maison mère, pour travail dissimulé, à 100 000 € d'amende. Pourquoi? Parce que des salariés qui étaient basés en France, pour eux, étaient des salariés de droit irlandais. J'aimerais que Stéphane puisse vous en dire 2 mots, parce que nous, ce qu'on constate, c'est que depuis que CityJet a été condamné et qu'Air France aussi, on a l'impression qu'il y a une espèce de vengeance
qui s'est opéré de la part d'Air France, puisque CityJet est purement et simplement exclu du plan Transform sans aucune perspective d'avenir. Stéphane ? Je pense que tu as assez bien résumé la situation aujourd'hui. Plus fort. Pardon, je pense que tu as suffisamment bien résumé la situation. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de vision d'avenir. On ne fait pas partie des plans d'avenir du groupe Air France. On ne figure pas dans le plan Transform 2015. Et pour l'instant, on n'a aucune vision sur notre avenir. Et vous êtes une cinquantaine sous contrat français, c'est ça 85 salariés basés en France. Et sur votre avenir, vous n'avez pas de... Pour l'instant, on entend bien souvent plus d'informations par le biais de la presse que par notre propre direction. Bien souvent, on ne sait pas. Vous comprenez, notre actionnaire principal ne nous dit rien. On le saura en temps voulu. Christine Aumière disait que la compagnie était à vendre. Elle l'a dit en tout cas dans la presse britannique. Oui, alors vous voyez, notre direction ne nous dit pas la même chose. Toutes les options sont sur la table. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on apprend par voie de presse, et notamment dans la presse britannique et irlandaise, on a plus d'informations aujourd'hui par voie de presse que ce que l'on obtient au CE. Voilà, je suis membre titulaire du CE également, et on a très peu d'informations, et disons qu'on distille des informations au compte-gouttes. On nous met bien souvent devant le fait accompli. Oui, il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place. Bon, on sent qu'il accompagne plus la direction d'Air France, enfin je le ressens comme ça, que ce que dit la CGT entre autres. Et moi j'ai bien entendu sur les heures d'information syndicale payées, qui est un élément déterminant, c'est-à-dire sur une position syndicale, on s'adresse aux salariés, on leur demande leur avis, avec la CGT qui a une position. Ce qui m'inquiète, mais j'espère que j'aurai une réponse, il y a la loi Diard qui existe aujourd'hui, et à mon avis, c'est un élément, alors ça peut être un frein, je ne sais pas comment c'est perçu, il n'y a pas eu trop de lutte qui se développe dans l'entreprise en ce moment, mais sur la loi Diard, où on en est des discussions, enfin je ne sais pas si c'est une discussion, en tout cas, moi je pense qu'il sera opportun pour la CGT qu'elle demande l'abrogation pure et simple de cette loi qui serait un frein, puisqu'on renvoie chaque salarié individuellement devant la direction, alors que les syndicats demandent des luttes organisées avec les organisations syndicales qui appellent sur les luttes. Voilà. Donc sur la loi Diard, je ne sais pas Sur la loi Diard, où on en est. La loi Diard, déjà, on l'a combattue en intersyndical sur Air France. On n'a pas eu gain de cause. Voilà. On a dû avaler de force la loi Diard. Là où on a un vrai problème, parler de lutte sur l'industriel notamment. Mais sur l'industriel, qui est concerné par la loi Diard? C'est une super question. On n'a toujours pas toutes les réponses. Si on suit le projet de loi, ceux qui sont concernés, ce sont ceux qui concourent directement à la réalisation des vols. Donc, des mécaniciens avions en piste, au hangar, au fret, au commercial. Si on suit le texte de loi à la lettre à Air France, tout le monde n'est pas concerné par la loi Diard. On n'a jamais eu d'explication précise de listing de salariés en fonction de leur secteur d'appartenance. Maintenant, pour répondre plus précisément à la question, l'ensemble des syndicats qui s'est battu début février contre cette loi a écrit un courrier au nouveau gouvernement pour lui faire part de notre volonté de voir cette loi abrogée, purement et simplement. Un courrier est parti en ce sens. Il y a des rencontres qui sont prévues, dont certaines ont déjà eu lieu avec... comment ça se passe? D'abord, il faut passer par les directeurs de cabinet, par les collaborateurs, avant de toucher le Saint Graal. Donc, c'est une démarche qu'on n'a pas perdue de vue. C'est une démarche dans laquelle la CGT Air France et la CGT Transport, la fédération, c'est pas qu'un combat d'Air France, c'est un combat de la CGT Transport. Voilà, notre fédération. Donc, il est prévu des rencontres avec le gouvernement sur cette question. Et en tout état de cause, oui, nous demandons formellement l'abrogation de cette loi qui amène plus de problèmes dans l'entreprise qu'elle n'en résout. Tout simplement.
c'est un texte de loi qui a été fait pour les patrons, notamment de l'aérien. Ce qui est fabuleux quand même, juste un petit mot avant qu'on finisse sur autre chose, c'est que les compagnies aériennes sont obligées d'informer les passagers en cas de mouvements sociaux 24 heures à l'avance. Mais uniquement en cas de mouvements sociaux. Nuages de cendres, SRAS, Fukushima, vous voyez tout ce qu'on a pu connaître récemment qui a désorganisé le transport aérien. Alors là, il n'y a plus aucune obligation pour les compagnies aériennes d'informer les passagers, uniquement en cas de grève. C'est assez surprenant. On va bientôt conclure parce que cette salle, elle est utilisée après par des enfants, notamment, les mercredis éducatifs. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions avant qu'on conclue, sinon, il nous reste à vous remercier d'être venus. Et puis, je pense qu'on va être amené, notamment avec la presse, à se revoir très très rapidement. Et voilà, encore une fois, merci de votre attention et de votre intérêt et de vos questions.